L'amour romantique, c'est un sujet infini, on dirait. On en fait des chansons, des films. On en fait le centre de nos vies, souvent. C'est ça. Mais au fond, qu'est-ce que c'est vraiment? Une simple émotion? Un choix réfléchi? Ou, je sais pas, une sorte de folie douce? On le voit toujours comme un grand mystère. Un mystère, oui. Et aujourd'hui, on a décidé de jouer un peu les détectives. On va explorer le cerveau humain et notre principal suspect, c'est l'amour romantique. Et pour nous guider, on a le dossier d'enquête d'Hélène Fisher, une anthropologue, et son livre Why We Love. Et sa thèse, elle est assez radicale. Ah oui, Elle nous dit, oubliez la poésie, oubliez les grandes déclarations, l'amour, c'est avant tout une pulsion. Un besoin primaire, gravé dans notre biologie. une pulsion. Une preuve assez frappante. Son équipe a mis des gens follement amoureux dans des scanners cérébraux, des IRM. Oui. Et les zones qui se sont allumées, c'étaient les mêmes que celles activées par une prise de cocaïne. Sérieusement. L'amour, c'est pas seulement comme une drogue. Neurologiquement parlant, c'en est une. D'accord, le ton est donné. Alors, première question de l'enquête. Est-ce que cet état est le même partout dans le monde? L'amour, c'est universel ou c'est une invention occidentale, quoi? C'est un point de départ essentiel. Et pour Fisher, la réponse est claire. C'est absolument universel. Elle a passé au crible des mythes, des poèmes, des légendes de centaines de cultures, à travers les âges. Et elle a retrouvé le même schéma. Toujours le même. La même obsession, la même euphorie, le même désespoir quand ça va mal. Ah, je pense à l'histoire de Kais et Laïla qu'elle mentionne. Exactement. C'est un cas d'école, une légende arabe du 7e siècle. Kais, un jeune poète, tombe, mais éperdument amoureux de Laïla. Et ça devient une obsession. Totale, envahissante, à tel point qu'il perd la raison. Les gens le surnomment Majnoun, ce qui veut dire le fou, le possédé. Il finit par vivre dans le désert, à écrire des poèmes pour elle, jusqu'à sa mort. C'est extrême, bien sûr, mais ça illustre parfaitement cette focalisation quasi maladive qu'on retrouve partout. Donc cette obsession, c'est bien plus qu'une simple émotion très forte. C'est le cœur de la thèse de Fisher. Pour elle, l'amour romantique n'est pas une émotion comme la joie ou la colère, qui sont des états qui passent. C'est une pulsion, un drive. Un drive? Oui, un besoin fondamental. C'est comme la faim ou la soif. Quand on a faim, tout notre être est tendu vers un seul but, trouver à manger. D'accord. Eh bien, quand on est amoureux, tout notre être est tendu vers un seul objectif, conquérir cette personne en particulier. Ce n'est pas un sentiment passager, c'est un état de besoin. Et il y a des symptômes clairs de cet état? Un genre de portrait robot de l'amoureux? Ah oui, elle en a fait une liste très précise. Le premier, c'est ce qu'elle appelle la signification spéciale. La signification spéciale. C'est ça. La personne aimée devient unique. Le monde peut être rempli de gens magnifiques, intelligents, drôles, mais soudain, une seule personne compte. Elle devient le centre de votre univers. On ne voit plus qu'elle. Exactement. Et puis, bien sûr, il y a l'obsession mentale. L'incapacité de penser à autre chose, j'imagine. Voilà. Les pensées intrusives. Le cerveau tourne en boucle. Fisher cite une étude assez dingue, où les amoureux disaient passer plus de 85% de leur journée à penser à leur partenaire. 85%? Mais c'est énorme. La productivité au travail doit en prendre un sacré coup. Disant que oui, et ça s'accompagne d'une énergie débordante et d'émotions extrêmes. C'est les fameuses montagnes russes. Euphorie totale quand on reçoit un message, désespoir absolu au moindre doute. On dort peu, on mange peu. On est survolté. Ce qui est fascinant, et un peu contre-intuitif, c'est que les obstacles, au lieu d'éteindre ce sentiment, semblent l'attiser. Ah, ça c'est l'effet Roméo et Juliette, ou ce que Fisher appelle l'attraction par frustration. Expliquez-nous ça. C'est un mécanisme neurologique. Quand l'objet de notre désir est difficile à atteindre, notre cerveau ne se décourage pas. Au contraire, il se met à produire encore plus de dopamine, le neurotransmetteur de la récompense. L'obstacle rend la récompense encore plus précieuse, plus désirable. C'est pour ça que les amours interdits sont si intenses. C'est exactement pour ça. Les relations à distance, les « je t'aime moi non plus ». L'adversité, c'est du carburant pour la passion. D'accord. Si cette pulsion est si biologique, si fondamentale, on devrait logiquement en trouver des traces chez les animaux, non? Absolument. C'est la deuxième étape de son enquête. Où sont les racines évolutives de ce comportement? Et elle les trouve dans ce qu'elle appelle
l'attraction animale. Et ce n'est pas juste une question de reproduction mécanique. Non, c'est bien plus subtil. L'exemple de l'éléphant Tia, dans son livre, est extraordinaire. Racontez. Une naturaliste a suivi cette éléphante Tia pendant des années. Tia ignorait systématiquement les avances des jeunes mâles un peu fougueux, et puis un jour, un mâle plus âgé, plus dominant, Bad Bull, est arrivé. Bad Bull, d'accord. Il était en must, une période de pic de testostérone qui le rendait très imposant, très odorant. Tous les autres mâles se sont écartés. Mais Tia, sa réaction a été immédiate. Elle l'a fixé, a pris une posture d'invitation et s'est éloignée lentement en regardant par-dessus son épaule pour voir s'il la suivait. Elle l'a choisi, lui, spécifiquement. Délibérément, elle l'a choisi lui. Mais attendez, on pourrait se dire que c'est juste une question d'hormones, moi. Le mâle était en must, c'est un signal biologique brut. Où est le choix là-dedans? C'est une excellente question parce que toute la nuance est là. Oui, le must était une condition, mais ce n'était pas suffisant. D'autres mâles en must sont sûrement passés avant sans qu'elle y prête attention. Elle a choisi Bad Bull. D'accord. C'est cette préférence pour un individu particulier qui est le précurseur de l'amour romantique humain. Les animaux sont très sélectifs. Et on retrouve les mêmes symptômes que chez nous. C'est ça qui est troublant. On observe une attention focalisée. Le mâle ne quitte pas la femelle des yeux. Une énergie intense. Pendant la parade, ils en oublient de manger. De la possessivité aussi, j'imagine. Énormément. Ils chassent les rivaux. Et même des gestes qu'on pourrait qualifier d'affectueux. Du toilettage, des frottements. C'est la même pulsion de base. Se concentrer sur un partenaire unique. C'est fou de penser à ça, un choix quasi personnel chez un éléphant. Mais ça nous amène à la question clé. Qu'est-ce qui se passe dans la boîte noire? Dans le cerveau. Exactement. Le comportement, c'est une chose, le mécanisme, c'en est une autre. Et c'est là que l'équipe de Fisher a utilisé l'IRMF pour observer ce qui s'allume dans le cerveau des amoureux. Alors c'est quoi le cocktail chimique de l'amour? Pensez-y vraiment comme à un cocktail, oui. L'ingrédient principal, l'alcool fort, c'est la dopamine. La dopamine. C'est le neurotransmetteur du désir, de la motivation, de la récompense. Le « il me le faut absolument ». L'activité cérébrale des amoureux était concentrée dans des zones très anciennes du cerveau, comme l'aire tegmentale ventrale, qui est une véritable usine à dopamine. C'est le moteur. D'accord, ça c'est le shot. On ajoute quoi avec? On ajoute une bonne dose de norépinéphrine. Ça, c'est la boisson énergisante qui va avec le shot. Ah. C'est elle qui fait battre le cœur, qui donne les mains moites, cette énergie folle. Elle aide aussi à graver les souvenirs, ce qui explique pourquoi on se souvient du moindre détail de la personne aimée. Et le dernier ingrédient? Alors le dernier, c'est une baisse de quelque chose. La sérotonine. Et ça, c'est fascinant. Une baisse? Oui. De faibles niveaux de sérotonine sont directement liés aux pensées obsessionnelles. C'est un état très similaire à celui qu'on observe chez les personnes qui ont des troubles obsessionnels compulsifs, des TOC. D'accord, donc c'est ça qui fait tourner le cerveau en boucle? C'est le disque rayé qui répète sans cesse le nom et le visage de la personne. Donc, quand vous disiez au début que l'amour est une drogue, ce n'était pas du tout une métaphore? Pas du tout. C'est la thèse la plus forte de Fisher. Ce n'est pas comme une addiction, c'en est une. Les 3 caractéristiques y sont. Lesquelles? D'abord, la tolérance. Il en faut toujours plus pour le même effet. Ensuite, le désir intense, le craving. Et surtout, le sevrage. Le sevrage. Le rejet amoureux provoque un état de sevrage incroyablement douloureux. Dépression, anxiété, léthargie. C'est la même douleur psychique qu'un toxicomane en manque de sa dose. Le cerveau amoureux est un cerveau dépendant. C'est à la fois magnifique et un peu terrifiant. Mais ça pose une question. Si l'amour romantique, c'est cet état d'addiction, comment ça s'articule avec le simple désir sexuel ou l'attachement calme qu'on peut avoir pour un partenaire de longue date? Et c'est là que le modèle de Fisher devient vraiment éclairant. Elle propose qu'on n'a pas un seul système cérébral pour l'amour, mais 3. 3 systèmes distincts qui ont évolué pour des raisons différentes. 3 systèmes qui peuvent agir indépendamment. Exactement. D'accord. Alors, décomposons-les. Le premier. Le premier, c'est le plus simple. La pulsion sexuelle, la libido. Elle est gouvernée par la testostérone, chez les hommes comme chez les femmes. Son but, c'est la gratification sexuelle, et elle n'est pas focalisée sur une personne en particulier. D'accord. Le deuxième, c'est l'amour romantique dont on parle depuis tout à l'heure. C'est ça, le système de l'attraction, gouverné par la dopamine. Lui, il est ultra focalisé. Son but n'est pas juste le sexe, c'est la conquête de ce partenaire unique. C'est lui qui nous fait traverser le pays pour une seule personne. Et le troisième système? Le troisième, c'est l'attachement. Il est alimenté par 2 autres hormones, l'ocytocine et la vasopressine, les hormones du câlin. Ah oui. Ce système n'est pas lié à l'euphorie, mais à un sentiment de calme, de sécurité, d'union avec un partenaire sur le long terme. C'est la colle qui maintient le couple uni pour élever des enfants. Mais attendez,
Si ces trois systèmes sont indépendants, est-ce que ça veut dire que notre biologie est en décalage complet avec notre idéal culturel de la monogamie, où tout est censé être aligné sur une seule personne pour toujours? C'est exactement la tension que Fisher met en lumière. Biologiquement, il est tout à fait possible de ressentir un attachement profond pour son conjoint, Le système 3. tout en étant follement amoureuse de quelqu'un au bureau, Le système 2. et de ressentir du désir pour une personne croisée dans la rue. Le système 1, c'est une vision assez déculpabilisante de l'infidélité d'un point de vue biologique. Disons que Fisher ne le voit pas comme une faille morale, mais comme le résultat de circuits cérébraux qui sont en compétition. Pour nos ancêtres, ça a pu être un avantage. Avoir un partenaire stable pour élever les enfants, attachement, tout en ayant des liaisons pour diversifier le patrimoine génétique, libido et amour romantique, c'était une stratégie gagnante. Et on a hérité de ce câblage. Donc, pour conclure notre enquête, le verdict est clair. L'amour romantique n'est ni un mystère, ni une invention culturelle. C'est une pulsion biologique, universelle, aussi réelle que la faim. On en voit les racines chez les animaux, on peut la cartographier dans le cerveau. Et on peut identifier son cocktail chimique qui la rend aussi puissante qu'une drogue. Comprendre ça, finalement, ça n'enlève pas la magie, mais ça explique sa force, sa complexité. Absolument. Et le fait de distinguer ces trois systèmes désir, attraction, attachement, ça nous donne une grille de lecture beaucoup plus fine. Ça explique pourquoi on peut aimer sans désirer ou désirer sans aimer. Et pourquoi la passion des débuts se transforme en autre chose. Ce ne sont pas des phases, mais des systèmes différents qui prennent le relais. Potentiellement, oui. Et ça laisse une dernière question en suspens, une question assez vertigineuse. Le travail de Fisher suggère que cet amour romantique, cette addiction, a évolué pour nous garder ensemble assez longtemps pour élever un enfant pendant ses premières années. Disons 4 ou 5 ans. Mais pas forcément pour la vie. C'est la pensée la plus provocatrice, en effet. Alors, dans notre monde où on espère vivre avec quelqu'un pendant 50 ans, comment on fait cohabiter cette chimie de la passion, qui est peut-être conçue pour être éphémère, avec notre désir d'un attachement qui dure toute une vie? Voilà la question.